Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Douliger. Je suis directeur général d'Orcom. Voilà, et c'est à ce titre que je souhaitais vous dire vraiment, mais vraiment deux mots d'introduction. Après, je laisserai la main à Émilie et Alizé qui vous présenteront ce thème et ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ça fait 3 ans qu'on gère des temps courts dans un contexte où on a dû les uns et les autres faire face à des crises successives. On pense que du coup c'est le bon moment, c'est une période propice pour essayer justement de mener une réflexion en profondeur sur qui nous sommes, sur nos modèles, sur notre raison d'être, pour prendre un thème qu'on présentera un petit peu plus loin, dans un monde, un environnement, un contexte qui a changé à bien des égards. On aura aussi l'occasion d'y revenir en introduction de ce webinaire. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Important aussi de rappeler ce que signifie cet acronyme. Pour nous, c'est une méthode, c'est un modèle qui permet d'engager une réflexion stratégique, une réflexion en profondeur. Et l'objectif pour nous, il est clair, rechercher de l'amélioration, être plus vertueux sur un certain nombre de sujets. Là aussi, on y reviendra, mais ça s'inscrit dans une logique de performance durable. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le résumer de façon assez simple. On a une expérience à partager. Ça fait plus de 5 ans qu'on a engagé pour Orcom une démarche d'amélioration, une démarche de progression sur un certain nombre de sujets, d'objectifs qu'on s'est fixés. Ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est partager avec vous cette expérience, notre vision et vous proposer, ce sera l'objet de la fin de cette présentation, voilà, une méthode pour engager et passer de l'intention à l'action. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous laisse entre d'excellentes mains, celle d'Émilie et d'Alizé, à qui je passe la balle puisque c'est de cette période. Bonjour à tous, donc moi je me présente, Émilie Thibault, je suis donc associée expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Orcom. Je suis fière, même très fière, d'animer ce jour le tout premier webinaire consacré à la RSE. Alors la RSE, pourquoi ce thème? Finalement, l'expert comptable joue un rôle crucial, alors dans le domaine de la finance, jusqu'à là tout va bien, mais également dans la gestion des entreprises, avec un rôle certain en termes de tenue des comptes financiers, conseil au sens large, conseil en gestion avec des enjeux à la fois de trésorerie, d'analyse des coûts, de rentabilité des investissements par exemple, mais également la gestion des risques aussi bien macro que microéconomiques, et aussi la casquette un petit peu plus d'audit avec une assurance de conformité légale. Et donc en somme, l'expert comptable, c'est vraiment un conseiller privilégié en évaluant et en intégrant l'ensemble des dimensions sociales, environnementales et éthiques des activités commerciales quotidiennes, notre fameuse RSE. Donc la RSE, ce n'est pas une simple notion de mode, c'est vraiment un réel engagement et un gage des stratégies à la fois plus durables et plus équitables pour les générations futures. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou rappeler pour certains d'entre vous notre environnement réglementaire, aussi bien actuel qu'à venir, parce qu'on sent bien qu'il y a une réelle mouvance en termes d'obligations légales, pour pouvoir aider l'ensemble des dirigeants à prendre des décisions éclairées et responsables, et également, et pas des moindres, communiquer de manière transparente vers l'ensemble des parties prenantes. Et donc, pour ce premier webinaire, je serai assistée d'Alizé. Alizé, je te passe la balle. Bonjour à tous, du coup moi c'est Alizé, je suis diplômée d'expertise comptable et responsable de notre offre RSE. On vient tout juste d'inaugurer avec Émilie, on l'a développée au cours de l'année, début de l'année 2023 et on se lance là-dedans depuis la rentrée. On va dérouler du coup ce webinaire et après n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat et on a vraiment un temps consacré pour y répondre. Émilie, je te laisse la main. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par le contexte général finalement et également réglementaire. Donc, on voit qu'il y a des grandes tendances qui tendent à transformer à la fois l'économie mais également la société. Et donc, on peut citer par exemple la digitalisation à pas forcer. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que finalement, à tout niveau, aussi bien dans les usages et les habitudes des individus, finalement, il y a un certain nombre de transformations
parfois volontaires, mais parfois également forcées. On peut avoir, à titre d'exemple, la facturation électronique, où les dates ont été quelque peu modifiées récemment, mais enfin, on sent qu'il y a une réelle tendance, mouvance à ce niveau-là, pour qu'il y ait de plus en plus de digitalisation. À titre d'exemple, on peut également parler du respect du climat et de l'environnement. On sent que c'est des sujets qui sont de plus en plus réguliers dans les échanges, avec une réelle prise de conscience à la fois des enjeux environnementaux, mais également climatiques, qui accélèrent tout un tas d'actions. Actions aussi bien pour la consommation des citoyens, mais également du modèle économique des entreprises. On peut parler également de quête de sens. Ça, c'est un sujet qui revient de plus en plus régulièrement, notamment depuis la sortie de la crise sanitaire, avec un certain mode de consommation qui évolue, comme je vous le disais précédemment, et un certain nombre d'entreprises, mais également d'individus qui se questionnent concernant les impacts au quotidien, et on y reviendra notamment par cette fameuse raison d'être. Et comment est-ce que je transpose ma raison d'être en raison d'agir? Je peux vous donner également à titre d'exemple la flexibilité. Donc on parle de flexibilité et résilience avec une capacité requise, notamment pour les entreprises, à garantir cette fameuse agilité face aux imprévus. On voit qu'il y a eu la crise, derrière il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup d'événements, l'inflation notamment, qui tentent finalement à toujours rebondir et à être vraiment agile et réactif par rapport à tous ces éléments macroéconomiques. Là, vous voyez plus en détail justement ces fameuses tendances que vous pourrez exploiter à l'issue du webinaire. Du coup, on va commencer par définir qu'est-ce que la RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leur activité économique, mais également dans leurs relations avec les parties prenantes. On est parti, nous, dans nos travaux, sur la norme ISO 26000. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le premier standard international et qui livre des lignes directrices sur 7 sujets. Ils sont les 7 piliers de la RSE. On va les voir ensemble plus en détail. Donc, par exemple, la relation et les conditions de travail. Là, la norme nous invite, parce que ce n'est pas une norme qui oblige, mais qui invite à se poser des questions, notamment sur les conditions de travail, la protection sociale. Est-ce que l'entreprise met en œuvre également des choses, des actions pour la santé et la sécurité de ses salariés au sein du travail? Sur la partie gouvernance de l'organisation, là, on va pouvoir s'interroger sur le système de consultation de l'entreprise auprès de ses parties prenantes, mais également, est-ce qu'elle a mis en place un système de partage de son résultat, comme par exemple le plan d'intéressement. Au niveau des droits de l'homme, la norme nous invite à regarder est-ce qu'on respecte bien le devoir de vigilance. Est-ce que l'entreprise met en place des actions pour remédier à toutes les atteintes des droits de l'homme qu'on peut rencontrer au quotidien? Comment elle lutte contre la discrimination et le harcèlement au sein de ses locaux? Sur la partie engagement sociétal, là, on va voir est-ce que l'entreprise, elle est ancrée dans son territoire? Est-ce qu'elle privilégie le circuit court dès qu'elle le peut pour favoriser, par exemple, les agriculteurs si on est dans la partie restauration? Sur l'environnement, on peut se voir est-ce que j'utilise des ressources qui sont durables? Est-ce que je peux réduire ma consommation? Par exemple, ça peut passer par l'isolation des bâtiments. Est-ce que je fais attention au rejet des déchets pour éviter tout ce qui est pollution de l'air, du sol ou de l'eau? Sur la partie loyauté des pratiques, cette norme nous invite à s'interroger sur la lutte contre la corruption, la concurrence loyale qu'on doit avoir avec nos parties prenantes et également le respect de la propriété. Et enfin, le dernier pilier, c'est les consommateurs. Comment je protège les données de la vie privée de mes consommateurs? Est-ce que je fais des pratiques loyales pour que les consommateurs soient informés sur le produit que je peux lui livrer si je vends des produits? Est-ce que je leur apporte une assistance, un SAV en cas de difficulté?
Vous voyez, alors là, c'est 7 piliers qui sont assez larges et la norme découpe bien qu'est-ce qu'on peut étudier au sein de l'entreprise pour améliorer notre maturité RSE. Vous avez peut-être également entendu parler d'un autre sigle qui est ESG, qui est environnement, social et gouvernance. À la différence de la RSE qui est beaucoup plus large, qui touche tous les acteurs économiques, l'ESG, pour moi, c'est plutôt privilégié, utilisé pour certains métiers un peu plus spécialisés, tels que l'investissement. En effet, un investisseur, il va privilégier utiliser les indicateurs ESG pour étudier le risque et l'opportunité extra-financière pour son investissement auprès d'une entreprise. Alors que la RSE, on va être plus sur quel est l'impact positif de ma société sur la société en général dans son ensemble. Alors que l'ESG, je vais vraiment être sur j'étudie des critères, des facteurs sociaux et environnementaux pour évaluer la performance de mon entreprise. Maintenant qu'on a bien défini les termes, la RSE, ça va être pour certaines personnes une obligation. Donc, la norme parle de volontariat, mais il y a quand même un certain contexte réglementaire qui vise à contraindre certaines sociétés, si je puis dire, même si le terme est assez fort, mais qui vise quand même à communiquer de manière assez régulière et surtout avec des critères qui vont être objectifs et identiques finalement pour toutes les sociétés. Alors, de quoi parle-t-on finalement? En ce moment, vous en entendez beaucoup parler, c'est la fameuse directive CSRD. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette directive? Alors déjà, il faut vous dire que cette directive, elle est européenne, donc elle s'applique forcément, comme son nom l'indique, non pas au niveau national à la France, mais bien au niveau européen. Et donc, elle nous dit qu'il faut harmoniser les reportings de durabilité des entreprises. Et donc là, j'insiste, on parle bien de reporting de durabilité et non plus de notre fameuse DPEF, déclaration de performance extra-financière. Donc, on gomme un petit peu cet ancien terme, DPEF, et on parle dorénavant de reporting de durabilité. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer la disponibilité et la qualité des données publiées. Cette fameuse harmonisation des informations qui seront retranscrites à l'ensemble des parties prenantes. Et donc, un grand nombre d'entreprises devront ainsi suivre ces fameuses normes européennes de reporting de durabilité qui vont être obligatoires et qui devront être publiées avec des informations à la fois détaillées sur leurs risques, leurs opportunités et les impacts matériels en lien avec nos fameuses questions sociales, environnementales et toujours la gouvernance finalement qui se retrouve au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et donc, cette CSRD, elle vise petit à petit dans le temps parce qu'on voit que finalement, elle va être initiée au 1er janvier 2024, mais avec des critères qui vont se réduire petit à petit pour aller jusqu'en 2028. Et donc, les seuils vont vraiment être minorés. Donc, initialement, notre fameuse DPEF, c'était à la fois pour les sociétés cotées avec un effectif supérieur à 500 employés et donc avec des seuils de bilan qui sont supérieurs à 20 millions et chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, mais également les sociétés qui n'étaient pas cotées avec un effectif moyen de 500 employés et un total bilan ou de chiffre d'affaires qui excédait 100 millions d'euros. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette directive? Elle nous dit que les seuils vont vraiment être revus à la baisse. Alors, revus à la baisse dans le temps, mais donc on voit par exemple qu'en 2025, on est davantage sur 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. Donc, ça diminue, finalement, on passe de 500 à 250. Et petit à petit, en 2026, hop, on va passer au PME coté, où là, on est quand même entre 10 à 250 employés. Et en 2028, c'est pareil. On va prendre finalement dans le spectre de cette fameuse reporting extra-financière les filiales européennes. Vous avez ça de ce côté-là par rapport au fameux reporting. Mais vous avez également ce côté vers une neutralisation carbone. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la neutralisation carbone? C'est qu'on va finalement chiffrer les impacts environnementaux et on va parler de taxonomie européenne. Donc, on va venir taxer finalement tout ce qu'on entend communément par le terme de pollution finalement.
Donc, ce qui va changer concrètement avec la CSRD, je vous ai présenté les différents seuils, avec un périmètre qui va évoluer entre 2024 et 2028, mais on a également donc ce format digital qui va être imposé et commun à tous. Donc digital, on rebondit sur le premier champ que je vous évoquais en introduction avec cette fameuse digitalisation à pas forcé. On ne pourra plus le publier papier, ce sera uniquement sur Internet avec un format digital. Et donc, également ce côté audit, obligation de faire auditer les rapports durables, donc dans tous les pays européens, par un commissaire aux comptes. Donc maintenant qu'on vous a expliqué le contexte, l'idée vraiment c'est que pour nous, notre point de vue, c'est que la RSE, même si vous ne rentrez pas dans les conditions obligatoires que vous a dit Émilie, il faut vraiment l'intégrer au cœur de votre stratégie. Et là, on va vous donner un petit peu, on va essayer de vous convaincre les raisons pour lesquelles vous devez l'intégrer parce que ça va vous apporter des bénéfices pour votre entreprise. Tout d'abord, pérenniser l'activité de son entreprise. Comme l'a évoqué Émilie en introduction, donc on va avoir vraiment une société qui aujourd'hui traverse des évolutions, des bouleversements qui sont rapides et qui sont d'une certaine ampleur, où là, les entreprises n'y échappent plus et elles doivent réagir, changer peut-être leur modèle économique rapidement, sinon elles vont mettre en péril leur activité. On l'a vu et Émilie l'a évoqué avec la crise sanitaire, les consommateurs, on a changé notre manière de consommer. Certaines entreprises ont donc réagi et modifié leur business model et malheureusement, celles qui n'ont pas pris le tournant, aujourd'hui, elles sont en grande difficulté. Et donc, l'idée, c'est qu'avec la RSE, on amène les entreprises à s'interroger comment anticiper ces crises, comment anticiper ces risques et pour éviter tout ça. On va du coup peut-être réfléchir ensemble, parce que nous, on a déjà cette base avec vous en tant qu'expert comptable, qu'est-ce qu'on peut changer et avec vous dans votre business model pour amener à être vraiment anticiper tout ça. Ça peut être par exemple en se différenciant commercialement ou travailler sur l'image de l'entreprise, sa réputation, ou voir comment vous pouvez réaliser des gains de productivité. Et l'idée vraiment, c'est que grâce à tout ça, on soit plus l'entreprise, le business model soit plus compétitif et plus durable dans le temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment se challenger sa stratégie, challenger son business model. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir de la sécurité. Et l'idée, c'est que la RSE soit vraiment un vecteur de pérennité de votre entreprise à moyen et surtout à long terme. Donc, on pérennise la société. On voit sur le moyen-long terme. Mais on augmente également la performance de son entreprise. Alors, qu'est-ce que j'entends par la performance de l'entreprise? Eh bien, finalement, on y est. On va parler de cette fameuse raison d'être. Comment est-ce que finalement la société interagit avec l'ensemble des parties prenantes? Les parties prenantes, vous les voyez bien là, autour de la sphère. Il y a les consommateurs, les médias, les autorités. Et donc, on voit bien les fournisseurs, les investisseurs, les employés, mais également les sociétés civiles. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on entend par cette fameuse raison d'être? La raison d'être, ça dessine une ambition d'intérêt général. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'entendent poursuivre les dirigeants dans la stratégie qui est menée en interne au sein de la société. À travers les raisons d'être qu'elles choisissent, les entreprises se positionnent sur des questions d'intérêt général, donc ces fameuses tendances qu'on a pu voir au tout départ, et les enjeux qui vont au-delà de la recherche du profit qui est davantage à court terme. Alors attention, la notion de lucrativité ne disparaît pas, bien au contraire, mais l'entreprise se donne pour objectif d'associer résultats économiques avec une mission d'intérêt général. Et donc ces missions, concrètement, comment elles vont se matérialiser dans le temps? Donc, comment est-ce qu'on passe de cette fameuse raison d'être à une raison d'agir? Eh bien, ça va être la formalisation et la prise en compte d'objectifs sociaux et environnementaux. Par exemple, ça va être la quête d'une diminution de l'empreinte écologique,
une amélioration des conditions de travail, une revitalisation d'un territoire, par exemple, également. Et donc, l'idée, ça va être d'associer 3 intentions. À la fois une intention stratégique, avec la définition d'objectifs poursuivis, l'inventaire des actifs stratégiques, donc finalement, c'est ce dont dispose la société pour pouvoir agir, mais également la poursuite d'une mission d'intérêt général. Et donc là, l'idée, ça va être de repenser les frontières de l'entreprise et ces fameuses interactions avec les parties prenantes. Il faut savoir que cette poursuite de la mission d'intérêt général, elle se fait dans le temps. On commence à un instant T, mais c'est une perpétuelle évolution dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut matérialiser à court terme, à moyen terme, mais également à long terme pour pouvoir bien évaluer dans le temps l'impact des mesures prises au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et donc, concrètement, dans l'augmentation justement de la performance de l'entreprise, on commence à avoir nos fameux retours d'expérience. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces retours d'expérience? C'est que les entreprises qui ont placé les enjeux de soutenabilité au cœur de la stratégie affichent des performances supérieures à celles de leurs concurrents. C'est un réel avantage concurrentiel et donc on augmente la performance et on pérennise la société dans le temps. Ensuite, il y a développer sa marque employeur. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous dans nos entreprises un enjeu de recrutement. On a aujourd'hui des difficultés à recruter. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils ne cherchent plus simplement un emploi. Ils veulent donner du sens à leur travail et surtout partager la valeur de leur entreprise. Donc, si on travaille sur la RSE, on va également travailler sur comment je crée un environnement de travail qui est épanouissant pour les collaborateurs, comment je leur donne sens au travail, et ça va les permettre de les fidéliser et de les motiver. Et surtout, s'ils sont motivés, ils vont être plus productifs. Donc, la RSE, c'est vraiment un levier de motivation et de fidélisation. Et il y a l'étude qui a été faite par le baromètre de perception de la RSE du mouvement des entreprises de France, qui a été publiée en 2022, nous démontre bien, puisque 83% des salariés ayant une entité RSE dans leur entreprise se déclarent confiants sur leur avenir dans leur entreprise. Donc, je viens motiver et fidéliser mes collaborateurs. Mais je viens également chercher, attirer les collaborateurs, puisque la RSE, ça va être aussi un outil d'attractivité. Cette même étude nous dit que 2/3 des jeunes de la génération Z, qui est donc nos collaborateurs de demain, ne cherchent pas uniquement de travailler et travailler uniquement pour une entreprise, veulent travailler pour une entreprise qui a un impact positif sur la société. Donc là, il faut vraiment que les entreprises s'interrogent sur ces différents leviers pour fidéliser et engager. Et ça passe par développer cette marque employeur. Mais une fois qu'on l'a développée, il va falloir également la communiquer et trouver des outils de communication adaptés en interne pour fidéliser, mais également en externe pour attirer. Et là, je rebondis sur ce que vient de dire Alizé. Il faut vraiment avoir cette pédagogie, cet attrait justement pour sortir du raccourci finalement qui tend à définir la RSE comme la simple approche environnementale, si je puis dire. Et donc, il faut vraiment élargir au côté social et éthique, au même titre d'ailleurs que l'environnement. Et donc, quand je parle d'intérêt pour la RSE, je parle à la fois pour le côté, donc comme on l'a dit, en interne, mais également pour le côté partie prenante employée, mais également client. Client, pourquoi? Parce que finalement, on va avoir davantage de chances à réussir, si je puis dire, les succès commerciaux grâce justement au déploiement de la RSE. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Ça évolue dans le temps. On voit qu'en 2010, seuls finalement 5% des acheteurs publics évoquaient le terme de critère RSE, le fameux ESG, comme l'a défini ce matin, tout à l'heure, Alizé. Et en 2022, par contre, cette moyenne, elle passe quand même à 25% de la notation. Donc, on voit déjà qu'on n'est plus du tout dans les mêmes ratios. Et alors, si on se projette, on se met maintenant en 2025, on voit que la PNAD, alors qu'est-ce que la PNAD? C'est le plan national pour les achats durables. On voit que 100% des marchés
passés devront prendre en compte un critère environnemental et 30% une dimension sociale. Donc là, on voit que l'enjeu, il est quand même considérable et que finalement, alors aussi bien pour répondre à un marché public, mais on voit bien d'ailleurs dans les publicités actuellement au niveau de la consommation, c'est vraiment un critère qui est de plus en plus commun et demandé par les consommateurs. Et donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on fait finalement? Comment est-ce que la société va bénéficier de certains financements finalement pour pouvoir répondre à cette nouvelle stratégie? Eh bien, la RSE, ça permet d'avoir un meilleur accès aux sources de financement. Et sources de financement, on va voir que c'est au sens large. Pourquoi? Parce que finalement, au niveau de la notation, de la cotation Banque de France, finalement, l'intégration des risques climatiques notamment sont dorénavant pris en compte. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas finalement sur quels critères d'évaluation ils se basent, mais en revanche, ils interrogent lors d'entretiens, notamment avec les dirigeants, sur l'approche qui est mise en place en interne. Et donc, on part initialement du côté déclaratif, on est sur de l'entretien, et de plus en plus, ça va être du déclaratif, donc l'intention, au quantitatif. Donc, au quantitatif, on va avoir ces fameux critères ESG, cotation, qui vont être pris en compte. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être anticipé. Donc, on a la cotation Banque de France, mais pas que. On a également certains établissements bancaires qui demandent finalement comment est pris en compte la RSE au niveau des sociétés, aussi bien pour l'octroi de crédits baux, c'est une demande qui peut être faite, mais également pour avoir l'accès, si je puis dire, à certains taux d'intérêt privilégiés. Et on voit également, alors là, ça va être au sens large, parce qu'il y a tout un tas de noms, si je puis dire, mais donc on parle de crédit vert. Crédit vert, qu'est-ce que c'est? Ça va être finalement, ça peut être sous la forme de subventions ou d'emprunts bancaires, des sommes qui vont être allouées aux sociétés pour pouvoir réaliser un investissement qui aura des fins sur le côté climatique. Donc, notamment par rapport au bâtiment, par exemple, le côté immobilier, tout ce qui est rénovation, eh ben, il y a l'octroi de financement privilégié. Maintenant qu'on vous a convaincu d'intégrer cette RSE au sein de votre stratégie et au quotidien de votre entreprise, comment passer à l'action? Nous, on a considéré qu'il y avait 6 étapes avec Émilie. Déjà, il faut commencer à évaluer votre maturité. On est persuadé que vous avez déjà des actions qui sont faites au sein de votre entreprise. Donc là, on va venir étudier chaque pilier, on va reprendre la norme ISO 26000 et regarder quelles sont les actions que vous avez déjà mis en place. Toutefois, vous n'allez pas pouvoir agir sur tous les piliers d'un seul coup. Donc là, on va vous interroger quels sont les piliers qui, selon vous, en fonction du score, la maturité que vous allez avoir, quels sont ceux qui sont importants pour vous et qu'il va falloir déjà travailler en premier. Donc, on va prioriser les actions qu'il va falloir mettre en place. Et dans la troisième étape, c'est vraiment formaliser un plan d'action qui sera dans le temps. Qu'est-ce que je fais à court terme, à moyen et à long terme? Et là, après, c'est parti, on met en œuvre ces actions. Toutefois, il va falloir construire un outil de pilotage avec des indicateurs de suivi. Parce que si vous partez, OK, j'ai mis mon plan d'action en marche, mais si on ne le suit pas, s'il n'y a pas des gens qui sont responsables de ce suivi, malheureusement, les actions ne vont pas aboutir. Et enfin, comme j'ai pu l'évoquer notamment avec la marque employeur, ça va être important de communiquer en interne, mais également à l'ensemble de vos parties prenantes, vos actions et vos évolutions, vos changements que vous allez pouvoir opérer. Donc, ça va être communiqué sur vos engagements. Et ça peut être, par exemple, par rapport avec un rapport RSE. Donc, ça, c'est notre idée. Pour nous, c'est faire ces 6 étapes-là. Mais concrètement, comment on peut vous accompagner? Donc là, c'est là où on est venu créer cette offre de diagnostic et d'accompagnement à la stratégie de la RSE. Ça se fait, on a imaginé ça en 4 phases. La première phase, c'est vraiment, on prend contact avec le dirigeant, on voit quels sont ses besoins, quel est aussi, lui, son niveau de maturité sur la RSE, qu'est-ce qu'il attend de nous.
Peut-être que ça ne va pas l'intéresser qu'on regarde l'ensemble de la norme ISO 26000 et 7 piliers. Peut-être qu'il va vouloir qu'on fasse un ou deux piliers. Et puis, on va venir planifier le calendrier avec lui sur nos interventions. Puis après, on va rentrer dans le dur du sujet, le diagnostic et l'évaluation. Et nous, on a une petite approche originale avec Émilie, puisque on fait à la fois une approche quantitative et qualitative. Quantitative, on va venir chercher les données que vous avez dans votre outil comptable. On va pouvoir extraire un fichier qui s'appelle le fichier FEC avec plein d'informations. Et grâce à ce fichier-là, on va venir vous donner un score RSE global. Et après, plus détaillé par les différents piliers qu'on a pu évoquer au début. Donc là, ça va donner des chiffres concrets, des choses directes. On va avoir un premier approche. Après, on va pouvoir aller plus loin par une approche qualitative, où là, l'idée, c'est de faire des entretiens. Ces entretiens-là qui vont peut-être être en interne ou en externe, en fonction, ça, on l'aura vu dans la phase préparatoire avec le dirigeant. Peut-être en fonction de la taille de l'entreprise, on va aller interroger la responsable des ressources humaines pour tout ce qui est pilier des relations et conditions de travail, mais peut-être également le responsable achat pour voir comment il gère les achats et peut-être comment aussi il gère tout ce qui est production et gestion des déchets. Donc tout cela, ça va nous donner une vision de la maturité de la RSE au sein de votre activité. Et nous, derrière, c'est qu'on va faire une synthèse de tout ça. On va vous donner une note globale, une note par pilier, mais surtout, c'est qu'on va vous faire des recommandations. Et on aura réussi également à déceler l'importance pour vous du pilier à travailler en premier. Et là, on va dessiner avec vous le plan d'action. Mais nous, on ne veut pas uniquement s'arrêter à cette étape-là. On vous dit, vous en êtes là à un instant T, vous devriez faire ça. Nous, on veut vraiment vous accompagner et sur comment mettre en place cette action. Déjà, peut-être créer des indicateurs de suivi en fonction des thématiques que vous voulez travailler prioritairement. Peut-être que tous les ans, on va refaire l'approche quantitative pour voir si votre score RSE évolue et évolue sur les piliers qu'on avait décidé de faire prioritairement. Mais pour que ça marche, la RSE, va falloir embarquer vos parties prenantes et peut-être les personnes en interne. Et pour cela, on va pouvoir vous proposer de faire des ateliers de sensibilisation, par exemple faire une fresque du climat. Et là, peut-être que ça va, certaines personnes vont être ça va impacter plus de personnes et embarquer plus de personnes dans cette nouvelle stratégie RSE. On va pouvoir également vous accompagner si vous voulez devenir entreprise à mission et si vous dépassez les seuils, on sera là également pour faire le rapport de durabilité. Donc pour cela, on a vraiment créé une offre globale. Donc notre socle, c'est pour le moment ce diagnostic et cet accompagnement-là. On va aller vraiment plus loin si vous voulez venir une entreprise à mission. Là, c'est notre service juridique qui va venir, qui va vous accompagner, puisque depuis la loi Pacte, il est possible que les entreprises se dotent de leur raison d'être et des impacts sociaux, et tout ça soit marqué dans les statuts. Et pour cela, il va falloir qu'on vous accompagne dans la réflexion à mener sur quelle est ma raison d'être de mon entreprise et quels sont les impacts sociaux que je veux mettre en avant dans mes statuts. Donc tout ça, on va vous accompagner et on rédigera cette partie statut. Et enfin, sur la partie audit et certification des rapports de durabilité, tout le monde ne va pas pouvoir le faire, cette certification-là. Il faut avoir une accréditation ETI par la COFRAC. Et nous, on est vraiment parti on est dans le processus d'accréditation, donc on pourra également être un accompagnateur sur ces parties-là. Donc, on a vu assez large pour essayer de répondre aux demandes de tout le monde. Aujourd'hui, on pense être les mieux placés avec Émilie pour vous accompagner, puisque déjà, on est au cœur de votre stratégie via le social, via les données financières. On sait faire des audits parce que c'est notre cœur de métier, faire un audit organisationnel, un audit social, ça, on sait faire. C'est juste qu'on sait aujourd'hui rajouter une nouvelle brique, qui est la RSE. Et pour cela, on s'est formé, on a formé nos équipes parce que derrière tout ça, derrière nous, il y a des équipes qui seront là pour vous accompagner.
Les petits plus d'Orcom, ça va être, nous, c'est notre approche un peu quantitatif et qualitatif. Certains n'ont pas du tout cette approche-là, mais ça, c'est vraiment notre approche. Et ensuite, pour vraiment mener ce plan d'action, il y a peut-être des choses qu'on va voir au moment de la maturité, de l'évaluation de votre maturité, des points très spécifiques, où là, il va falloir faire appel à des spécialistes. Et nous, notre idée, c'est de vous donner des contacts privilégiés avec des personnes de confiance, on les connaîtra, qui vont vous accompagner sur telle ou telle problématique et peut-être aussi vous aider à trouver du financement auprès de l'ADEME ou de BPI France pour vraiment vous aider dans ce financement, dans ce changement de stratégie grâce à la RSE. Émilie, du coup? Alors, je complète juste pour vous dire que ce diagnostic, il est réellement personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer le même diagnostic à une prestataire de service, si je puis dire, qu'à une industrie. Donc, on l'a adapté forcément par rapport à la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est finalement ce qui décrit l'ensemble du cheminement, si je peux dire, de l'intention à la production d'un service ou d'un produit à l'issue pour le consommateur. Et donc, nous, en reprenant cette fameuse chaîne de valeur, on vient se spécialiser. Nous, au sein d'Orcom, on a ce qu'on appelle des pôles de compétences. On a des experts aussi bien dans le bâtiment que des experts dans le transport, le secteur médico-social. Enfin, vous aurez vraiment une personne qui est spécialisée finalement au niveau de votre cœur d'activité pour vous proposer des actions qui sont viables, si je puis dire, par rapport à votre cœur d'activité. Donc là, il est 11h40. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regarder ensemble les potentielles questions que vous nous avez posées lors de ce webinaire, à savoir. Alors là, on vous laisse poser si vous avez des questions. En attendant les questions, je veux juste dire un petit mot en complément et vous remercier, Émilie et Alizé, pour cet exposé. Voilà, j'espère que ça aura aidé nos auditeurs à améliorer leur compréhension des enjeux. Bon, vous l'avez compris, il y a un cadre réglementaire qui va descendre, qui va concerner de plus en plus d'organisations, d'entreprises, d'associations également. J'espère qu'on vous aura convaincu que c'est pas utile d'attendre que ce cadre arrive, puisqu'en plus ce cadre arrive par la contrainte, et c'est jamais une bonne chose d'aborder les choses par la contrainte, mais de bien cerner, de bien comprendre. Je crois que la présentation à ce titre était particulièrement éclairante, que la RSE, on doit vraiment l'envisager. En tout cas, c'est comme ça que c'est notre vision, comme un outil, une méthode, une démarche qui va vraiment vous permettre d'engager cette réflexion en profondeur, d'avoir cette vision globale, de voir vraiment très large pour interroger votre modèle, l'appréhender dans ce monde qui a bien changé, avec des choses dont on sait qui disparaîtront. On a connu l'abondance, on connaît maintenant la pénurie sur un certain nombre de sujets, on a des transitions à mener. Voilà, fini la période des temps courts, on essaie de se projeter maintenant sur des temps plus longs, des temps structurants. Pour ça, on peut partir un petit peu à l'aventure, on peut partir de façon ordonnée et de façon méthodique. Voilà, et c'est comme ça que nous on envisage la RSE. Voilà, une approche, une démarche, comme l'a expliqué Émilie et Alizé. On s'est formé, on a modélisé les choses, on a l'expérience des organisations, l'expérience des modèles, l'expérience de la gouvernance, des sujets RH évidemment qui sont parfaitement maîtrisés, et embarquer tout ça pour être sûr que le modèle d'affaires, le modèle d'entreprise, le modèle et la raison d'être de son organisation sera toujours viable et durable, voilà, dans ce monde qui bouge très vite. Alors Valentin, merci pour ce petit complément. Du coup, on a des petites questions qui sont arrivées. Les autres, n'hésitez pas à me mettre vos questions. Donc la première question, c'est qui dois-je contacter pour aller plus loin avec vous? Alors c'est une excellente question. Alors, si vous êtes client Orcom, donc qui est votre premier interlocuteur? C'est votre expert comptable. Alors pourquoi c'est votre expert comptable? Il connaît votre historique, il connaît donc finalement votre fonctionnement, comment est-ce que vous pilotez les équipes, comment est-ce que vous appréhendez le marché qui vous entoure. Donc vous contactez votre expert comptable et après on fera un entretien commun. Alors commun avec vous, votre expert comptable, et donc là vous avez les coordonnées, donc soit Alizé, soit moi-même,
qui mèneront avec vous ce premier entretien pour définir ensemble vos besoins, appréhender votre maturité et qu'on puisse vous proposer finalement un diagnostic qui est vraiment personnalisé par rapport à votre cas précis. Je rebondis juste peut-être pour ceux qui ne sont pas clients d'Orcom, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées encore une fois sur l'écran. Donc là, c'est pareil, vous nous contactez par mail, par téléphone, il n'y a aucun souci. Et puis comme ça, on pourra, là, cette fois-ci, échanger ensemble, faire une première prise de connaissance et donc mener à bien cette mission également. Deuxième question, en termes de tarification, sur quel budget pouvons-nous nous baser? Alors là, encore une fois, ça va dépendre finalement de votre société, de la taille de la société et finalement, encore une fois, de vos besoins. Est-ce qu'on se réduit à, si je puis dire, à une première approche uniquement quantitative où on va venir exploiter le fameux fichier FEC qui reprend les informations financières, mais également les DSN. Les DSN, c'est tout ce qui incombe au côté RH. Donc, on vient venir exploiter ces informations et vous les retranscrire dans un support, le fameux scoring RSE, et on s'en contente. Ou alors, est-ce que vous voulez finalement compléter finalement cette approche par, et c'est ce qu'on préconise, un entretien finalement qui va venir compléter la lecture de ces informations financières. Ça peut être sur des actions qui sont actuellement menées, mais où finalement les impacts financiers vont se transposer dans le temps. Votre approche finalement avec l'ensemble des parties prenantes. Est-ce que vous privilégiez les chemins, si je puis dire, courts, avec des fournisseurs locaux, ou est-ce que vous êtes davantage avec l'international? Mais ça, encore une fois, ça dépend également de votre chaîne de valeur. C'est pour ça que c'est très individuel, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas finalement à nous faire un petit mail à l'issue pour qu'on puisse échanger ensemble. Et c'est ça finalement qui va définir la tarification de l'approche. Oui, en fait, le budget, on va voir si vous voulez à la fois du quantitatif et du qualitatif et également combien de parties prenantes on va venir interroger. Si on interroge 2 ou 10, ce sera effectivement pas le même budget. Troisième petite question. Juste, pardon, Alizée, voilà. Oui, pardon, pour apporter vraiment un tout petit complément. Sincèrement, le budget reste, peut rester évidemment tout à fait modéré. Vous l'avez très bien expliqué, hein, c'est une approche sur mesure. Quand même, étant donné les bénéfices qu'on va chercher, que vous avez particulièrement bien exposés, je crois que le léger investissement que cela suppose est très vite rentabilisé. Et dans certains cas et dans certaines situations et en fonction de l'éligibilité, en tout cas, on a un retour d'expérience positif sur ce sujet-là. Une partie de l'accompagnement qu'on peut proposer peut être aussi pris en charge par certains dispositifs. Je pense notamment au dispositif qui parlera peut-être à certains d'entre vous, c'est le dispositif PCRH, qui veut dire prestation de conseil en ressources humaines. Voilà, et donc là, c'est aussi une façon, évidemment, de rendre peut-être la prestation plus accessible. Voilà, en tout cas, sachez que c'est aussi une possibilité. Merci Valentin. Alors, une question suivante. Conseillez-vous cette mission pour des TPE? Eh bien, c'est une excellente question. Et la réponse, c'est oui. Oui, un grand oui. Alors, pourquoi finalement? C'est que l'idée, c'est d'initier finalement cette démarche. Donc, on l'initie et on la mesure et on la quantifie donc dans le temps. Parce que cette approche, cette démarche RSE, une fois qu'on l'a initiée, il ne faut pas la laisser finalement sur le bas-côté. Il faut venir l'étudier de manière annuelle, finalement comme un bilan, comme des comptes annuels. Et on va regarder ce fameux axe de progression et voir finalement si ce qu'on a vu et ce qu'on a préconisé lors du premier diagnostic, on l'a mis en place et comment finalement est-ce qu'on a réussi à obtenir, ça peut être un nouveau marché, ça peut être obtenir un meilleur échange avec les équipes. Enfin, quels sont les retours positifs suite à cette fameuse mise en place? Donc oui pour les TPE et effectivement, en plus au niveau de la grille, c'est encore une fois par rapport à la taille justement de la société, la grille tarifaire, notre approche est vraiment dédiée. Alors, question suivante. Vous avez mentionné entité RSE au sein d'une entreprise. Qu'entendez-vous par entité? Est-ce la démarche RSE? Alors, entité RSE, ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a une personne qui est dédiée finalement, mais ça peut très bien être le dirigeant, qui va mener à bien ce projet au cœur de la stratégie.
Si je prends notre exemple à nous, finalement, au sein d'Orcom, donc je pilote la RSE en interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis le relais avec les équipes, finalement, ce qui remonte en interne, mais également, je fais partie du COMEX. Donc, COMEX, ça veut dire que finalement, c'est la direction d'Orcom, qui va prendre les décisions par rapport aux actions qui vont être menées, à la stratégie qui va être opérée par Orcom. Donc, le côté entité, finalement, c'est qui va porter à bien ce projet. Et donc, il faut que ce soit, et j'insiste quand même dessus, quelqu'un qui est au niveau de la direction. Parce que finalement, pour que ce projet puisse être mené dans le temps et qu'il y ait des apports, si je puis dire, une réelle valeur ajoutée par rapport à ces actions, il faut que ce soit au niveau de la stratégie et au cœur de la stratégie. Parce que parfois également, la RSE, on entend que ça émane des équipes, du personnel, mais pour autant, pour qu'il y ait des actions concrètes, il faut que la direction mène à bien et soit le relais d'une impulsion qui peut être, ça je l'entends, au niveau des équipes. C'est très important, effectivement, la RSE doit être portée, incarnée, comprise, appréhendée au plus haut niveau de l'entreprise, hein. C'est sûr que c'est un sujet que nous, on ne traitera pas sans la direction. Voilà, c'est clair que voilà, il faut que ce soit traité au plus haut niveau. C'est stratégique. Alors, il y a l'heure qui tourne, donc on va faire une dernière question, mais pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, on répondra individuellement. Donc la dernière question, est-ce que votre démarche inclut l'approche évaluation bilan carbone? Alors justement, c'est une très bonne question. Donc on initie notre offre et on est parti sur le côté diagnostic RSE. Et donc au sein de ce diagnostic RSE, par rapport à vos besoins, encore une fois par rapport à la chaîne de valeur, certains d'entre vous nous ont demandé finalement de quantifier, de réaliser ce bilan carbone. À l'instant T, nous on a des partenaires, notamment un partenaire qui réalise ce bilan carbone et qu'on va pouvoir inclure dans cette remontée de données. Donc, on ne le fait pas en interne, mais on a un réel partenaire qui l'a d'ores et déjà fait pour certains de nos clients et donc avec qui on communique bien et on arrive à insérer cette donnée dans notre approche. Donc, effectivement, elle disait, il est l'heure, donc je vais devoir conclure. Mais donc, j'espère sincèrement que cette réunion a été à la fois fructueuse, mais également inspirante pour chacun d'entre vous. Donc, que vous soyez client, de partenaires, et je sais qu'Alizé, il y a également le ton BNI qui est également présent. Oui. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées qui s'affichent. On va répondre de manière individualisée parce qu'il y a encore plein de questions qui se posent, mais donc, on va vous faire un retour à l'issue. Mais n'hésitez pas. Le mot, c'est vraiment, voilà, appelez votre expert comptable, faites-nous un mail. L'idée, c'est d'échanger ensemble et de définir ce qui vous convient le mieux. À la fois la RSE, le côté individuel, on porte la stratégie, mais le côté également commun, c'est l'intérêt général. On pense à nous, aux générations futures et finalement à la société avec un grand S. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.